chacun d'exposer avec tout l'espace qui lui est réservé. Et donc on va avoir deux intervenants qui vont chacun intervenir pour des 20 minutes maximum, ce qui nous permettra d'avoir un échange avec la salle et de pouvoir faire quelques conclusions rapidement et aussi surtout de voir quelles sont les pistes sur lesquelles nous pouvons travailler aux différents échelons, dans la mesure où on l'a vu, les réalités de réponse sont assez complexes, à la fois au niveau belge. On sait que le système décisionnel belge est complexe entre le niveau fédéral et les niveaux régionaux, mais aussi toute cette problématique est très imbriquée dans les discussions que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, avec à la fois la Commission, le Conseil et le Parlement. Et donc je pense que c'est important de pouvoir bien identifier les endroits où nous aurons la possibilité de travailler sur base des différentes recommandations. N'oublions pas aussi qu'on aura la présidence belge de l'Union européenne à partir de janvier 2024. Et donc c'est un moment qui est important dans des sujets tels que ceux-ci pour parler de thèmes qui sont des thèmes qui touchent, et on l'a vu par rapport aux signatures de la Belgique et des citoyens en Belgique sur la question des pesticides. On a vu que c'est quelque chose qui leur parle, et donc il faut continuer à travailler sur cette demande des citoyens. Je vais directement donner la parole à Sarah Demuc, qui est de la Canopea, pesticides, quel impact sur la santé. Donc Sarah, vous avez la parole et je sonnerai dès que vous arrivez au temps voulu. Merci. Alors, merci beaucoup à Naturel Progrès et à PAL pour cette invitation. Moi, je travaille effectivement pour Canopea. Canopea, en quelques mots, c'est une fédération d'associations environnementales. On a environ 150 associations membres. On travaille essentiellement au niveau de la région wallonne. Et ensuite, les matières environnementales, on couvre tas de thématiques différentes qui vont du climat à la biodiversité. Moi, je fais partie de l'équipe santé et j'ai un bagage médical. Donc, je suis médecin généraliste à la base. Je me suis passionnée sur les enjeux pesticides depuis maintenant 5 ans. Et donc j'aurai une présentation avec un tropisme très axé soins de santé, et très axé en fait qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, c'est quoi, est-ce que c'est toxique ces pesticides et quel impact est-ce que ça peut avoir sur la santé. Alors on va commencer par un petit point sur la terminologie. Je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de médias qui reprennent des questions qui ont été posées pendant la pause, donc j'espère qu'on pourra avancer là-dessus. Donc quand on parle de pesticides ici, on parle de plusieurs choses différentes qui rentrent dans des réglementations qui sont complètement différentes. Il y a d'abord la réglementation produits phytopharmaceutiques, ça c'est quand un produit est destiné à protéger des plantes, simplement. Il y a toute la législation biocide, ça c'est pour lutter contre un organisme nuisible, donc ça va des produits de traitement du bois aux répulsifs pour les fourmis, il y a tout un tas d'usages dans les biocides. Et puis il y a également toute la régulation et la réglementation autour des médicaments et des médicaments vétérinaires, donc à usage sur les animaux ou en médecine humaine. Alors j'ai pris l'exemple de la permétrine, mais on peut faire la même chose avec l'imidaclopride. Ce sera un produit phytopharmaceutique, et alors il y a encore des nuances qui sont autorisées en usage professionnel et particulier. Donc les produits phytopharmaceutiques, ça va être par exemple pour protéger les plantes. Ça va être un biocide si c'est un insecticide, les peintures, les lasures pour bois pour protéger contre les insectes, ça va tomber dans la réglementation biocide. Ça va tomber dans la réglementation médicaments si c'est un shampoing anti-poux ou des pipettes pour le chien anti-puce. Pour l'imidaclopride, par exemple, c'est interdit comme produit phytopharmaceutique, interdit comme biocide, mais autorisé comme médicament vétérinaire, donc ça s'achète en pharmacie, en vente libre, n'importe qui peut aller acheter cette molécule, donc un néonicotinoïde en pharmacie. Ça permet de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Quand on parle de pesticides, en général, on parle de tout ça. Quand on parle spécifiquement des produits phyto, je le spécifierai. Alors, un peu une chronologie. Tout a commencé, on va dire, désolé, il y a certains textes qui ne seront pas très bien alignés. Tout a commencé un peu autour de la guerre. Avant, c'était surtout l'usage de pesticides inorganiques. On est passé à la chimie de synthèse à l'après-guerre, grosso modo. C'est à ce moment-là qu'il y a eu les premières alertes ponctuelles sur les impacts santé des pesticides. Autour des années 80, il y a les premières études de santé à proprement parler qui sont sorties. Quelle forme est-ce qu'elles avaient à l'époque? C'était d'abord des études cas témoins, c'est devenu des études de cohorte autour des années 2000. On en parlera, les études cas témoins, c'est des études qui prennent quelqu'un qui est malade et qui le comparent avec quelqu'un qui n'est pas malade et qui essayent de voir, tiens, qu'est-ce qui est différent dans leur vie, dans leur parcours de vie, et qu'est-ce qui peut expliquer le fait que cette personne ait contracté
telle maladie, tel cancer. On essaie de trouver des facteurs de risque. Pour les cohortes, on prend plusieurs milliers de personnes, parfois des centaines de milliers de personnes à partir d'un temps T. Pour le coup, ces cohortes, elles ont commencé autour de 2000-2005. On les suit pendant 15-20 ans et puis on regarde parmi tous les événements de santé qui apparaissent, est-ce qu'on peut retrouver certains facteurs de risque dans la vie des gens. Tout ça aboutit à ce qu'on appelle des matrices d'exposition. On a remarqué que le grand problème des pesticides, c'était de comprendre qui avait été exposé à quoi pendant ces 40 dernières années. Et donc de pouvoir cibler les molécules les plus dangereuses, c'est vraiment un grand challenge de la recherche aujourd'hui. Et puis c'est que depuis en fait 2015 que les instances comme l'INSERM, l'ANSES ou le CIRC c'est ceux qui font les catégories cancérogènes de type 1A, 1B, dont on a parlé ce matin. C'est un peu que depuis 2015, donc maximum une dizaine d'années, qu'il y a vraiment des alertes qui ont été lancées avec des corpus scientifiques qui montrent qu'il y a des impacts préoccupants sur la santé. Alors, pour revenir à la Wallonie, il y a ce projet de biomonitoring humain wallon, dont vous avez probablement entendu parler, qui a regardé finalement comment la population wallonne est exposée à des tas de polluants. Ici, j'ai fait un focus sur les pesticides qui ont été analysés. Il y en a 4 qui ont été repris. Le glyphosate, on a retrouvé du glyphosate chez 23% de la population. Ce qui est intéressant, c'est que les organophosphorés, les pyréthrinoïdes, on est à 94-93%. Donc on ne peut pas dire que c'est des expositions qui sont marginales dans la population générale. Les organochlorés ont encore 20%. Alors d'où est-ce que ça vient? Pour montrer qu'il y a toute une panoplie d'expositions possibles. Je n'ai pas mis dans l'ordre du plus important au moins important, parce qu'en fait ça dépend de qui on est, le métier qu'on a, ce qu'on mange, comment on fonctionne. Mais quelques pistes. Donc d'abord, il y a des pesticides qui sont présents dans notre alimentation. Ici, c'est des études qui ont été faites en France. Grosso modo, 40% chez les adultes, 65% chez les enfants. Pourquoi plus chez les enfants? Simplement parce qu'en général, ils mangent proportionnellement plus de fruits et des légumes que les adultes. Une autre possibilité d'exposition, c'est les personnes qui vivent proches d'une zone agricole. Des tas d'études, j'en ai pris une qui était une des plus robustes, qui montre que les gens qui habitent à 20 mètres d'une surface agricole, par rapport à une maison située à 250 mètres, on a une différence de 65% de quantité de pesticides qu'on retrouve dans les poussières de maison. Donc au plus on est proche d'une surface agricole, au plus on est exposé à des pesticides. Il y a aussi toutes les expositions professionnelles. C'est des expositions sur une petite partie de la population, mais c'est les personnes qui sont les plus exposées au quotidien, à la fois le secteur agricole, mais aussi les employés du parc et jardins. Et puis il y a tout ce qui est usage particulier. Il y a ces dernières études qui a été faite en Wallonie en 2022, on est à 43% des citoyens qui utilisent des produits phyto pour leur jardin. Quand on regarde les pesticides de manière générale, en incluant les biocides, ça c'est une étude qui a été faite en France, on est à 75%. Donc, quand on regarde en tonnage, pour les particuliers, on peut voir ici que le rouge, c'est les utilisations professionnelles, le bleu, c'est le non professionnel. Donc, on peut voir en rouge, c'est principalement les utilisations professionnelles qui consomment beaucoup de pesticides en Belgique. Quand on parle d'utilisation professionnelle, c'est les agriculteurs, mais aussi parcs et jardins, le réseau ferroviaire, comme on a parlé, et puis la gestion des espaces publics. Par contre, le non professionnel, les 2% qui restent, c'est une part faible des pesticides qu'on utilise en Wallonie, mais c'est une forte manière d'être exposé pour la population générale, étant donné que c'est des produits qu'ils ont utilisés à la maison, avec pas toujours les méthodes de protection adaptées, sur les animaux de compagnie, qui vont redormir dans les chambres des enfants. Bref, c'est aussi un grand problème. Alors on a des informations sur les produits phyto, ici. On n'a pas d'informations sur les données de vente de biocides ou de médicaments. Donc ça, c'est des données qui ne sont pas chiffrées. Impossible donc de faire un bilan, de tirer des conclusions sur où est-ce que ces molécules contaminent le plus la population générale, et c'est aussi un grand challenge et un grand problème. Alors, souvent on se demande, mais tiens, comment ça se fait, si ça a été mis sur le marché, c'est quand même qu'il y avait certaines normes de sécurité qui ont été respectées. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans des situations où on a des catastrophes épidémiologiques, qu'on doit interdire des molécules en catastrophe? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'EFSA qui fait les autorisations de mise sur le marché au niveau européen. Ce que l'EFSA regarde, c'est vraiment la toxicité qu'on dit réglementaire, qui fait de l'expérimentation. Donc en gros, ils prennent des modèles animaux, des souris ou des cellules en boîte de pétri en culture, ils les gavent, littéralement, ils gavent les animaux de pesticides avec grande dose, et ils regardent si l'animal développe des cancers, des mutations, et si c'est toxique pour la reproduction. C'est des données qui sont évaluées molécule par molécule, donc substance active par substance active. Et ce qui est intéressant, on en a un peu parlé ce matin aussi,
c'est que toutes ces études, elles sont fournies par l'industrie. Donc c'est bon que ce soit l'industrie qui finance ces études et que ce ne soit pas à la charge du citoyen. Néanmoins, tous ces dossiers toxicologiques, ils sont payés par les firmes qui désirent mettre le pesticide sur le marché. Ce qui se passe ensuite, c'est des instituts de recherche comme l'INSERM en France ou l'ICER en Belgique. Eux, ils font de la recherche académique, ils font de la toxicologie in vivo dans la population, et donc ils font les observations. C'est eux qui vont pouvoir dire s'il y a des problèmes de santé qui apparaissent à l'échelle d'une population, afin d'identifier tous les facteurs de risque pour la santé qui existent. Le souci, c'est que cette toxicologie expérimentale, elle est très bonne pour identifier les effets toxiques à court terme. Donc on va pouvoir voir si la souris a des irritations, des maux de tête, s'il y a une tumeur catastrophique qui apparaît. Par contre, pour s'il y a des expositions simultanées à plusieurs molécules, tout ce qui est effet transgénérationnel, s'il y a des susceptibilités, des vulnérabilités parfois à l'échelle de population, tout ça, c'est pas remarqué dans une toxicologie, dans la toxicologie réglementaire. Pareil, il y a un tas de maladies qu'on ne peut pas détecter sur des souris, notamment par exemple des troubles de l'attention, des pertes de points de QI, mais en fait on ne peut pas remarquer qu'une souris a 2 points de QI en moins, et pourtant ça fait partie des impacts sur la santé qui coûtent très très cher à la société, selon des études que je vous montrerai plus tard. Et par définition, toute la recherche académique, elle arrive trop tard, elle arrive quand ces phénomènes de santé sont déjà présents dans la population. Une autre manière de représenter, ça c'est un peu un diagramme qui permet de voir au-dessus les recherches qui sont les plus pointues, qui permettent de conclure à des liens de santé. Dans le bas, on a toutes les études animales, les études in vitro. Avant de mise sur le marché, on ne fait que les 2 premiers étages de cette pyramide. Tout ce qui est au-dessus, c'est uniquement quand les populations sont exposées, lorsqu'il y a des accidents industriels, lorsqu'il y a des suicides. Alors on peut avoir plus d'informations sur la toxicologie sur l'humain, et puis on se retrouve 15, 20 ans, 30 ans plus tard à interdire des molécules les unes après les autres. Alors on va faire un focus maintenant sur les impacts santé. J'aime bien commencer par cette dia. C'est une étude qui a été faite en 1998 au Mexique et qui compare les dessins des enfants, c'est des enfants de 4 ans qui ont fait ces dessins, et qui compare les enfants qui vivent dans la montagne et dans la vallée, étant donné que les vallées dans cette région-là sont cultivées. Et donc on voit, parmi les premières études qui ont montré les impacts sur le neurodéveloppement des enfants par le biais de dessins, on voit la différence qu'il y a entre les enfants qui sont a priori les plus exposés et les autres. Alors il y a un tas d'informations qui ont été rassemblées dernièrement. Il y a eu la première expertise collective de l'INSERM qui est sortie en 2013. Je n'ai pas pu prendre le bouquin avec moi parce que c'est une brique de 1200 pages. On a la chance que ce soit en français, ils ont fait un travail phénoménal là-dessus. Je vais vous résumer ici les conclusions du corpus de 2021. En gros, en 2013, ils avaient des informations sur les maladies qui sont citées ici, c'est-à-dire principalement des cancers et les maladies neurodégénératives. En 2020, ils ont réussi à rassembler des informations pour ces cancers supplémentaires, donc la vessie, le rein, le cancer du sein. Ils ont rajouté le trouble des développements des enfants, l'endométriose, les maladies thyroïdiennes et les pathologies respiratoires. On va faire un focus. Pour chaque maladie, ils ont réussi à définir ce qu'ils appellent une présomption de lien. Ils ont défini que le lien est fort si y a des études de très bonne qualité, plusieurs études de bonne qualité qui montrent qu'il y a un lien entre cette maladie et les pesticides. Ce serait une présomption moyenne s'il y a moins de preuves, faible s'il y a encore moins de preuves. Je vous ai rassemblé ici dans les futurs dia uniquement les présomptions fortes et moyennes, et on va parcourir ensemble toutes les maladies en gros où on sait maintenant qu'il y a des liens, où il n'y a plus vraiment de doute qui existent. Alors la première partie, ce sera sur le cancer. Alors c'est une étude des études qui sont souvent nommées, ça vient de grandes études qui ont été faites en France et aux États-Unis. Globalement, il y a moins de cancers chez les agriculteurs. Je retrouve cette information partout. Oui, il y a moins de sédentarité, il y a moins de tabagisme chez les agriculteurs que dans la population générale. L'alimentation est globalement de meilleure qualité. Ce que parfois on oublie de nommer quand on donne cette information, c'est que les cancers ne sont pas du tout les mêmes. Si dans la population générale il y a beaucoup de cancers ORL, cancer du pancréas, cancer du poumon, c'est toutes des maladies qui sont très fortes en lien avec l'alcool et le tabac. Chez les agriculteurs, bizarrement, on va se retrouver
retrouve avec des maladies, des cancers de la prostate, cancer des testicules, de la thyroïde, mélanome, donc là on a l'exposition au soleil, puis tout ce qui est lymphome, ici c'est myélome multiple, des leucémies, toutes des maladies, des cancers du sang bizarres. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ces maladies? Il y a de nombreuses études qui ont montré que les agriculteurs les plus exposés aux pesticides, comme les ouvriers agricoles, avaient plus de risques de développer ce genre de maladie. Il y a même des études qui ont réussi à mettre en lien quelles molécules précisément étaient à risque. Heureusement, toutes ces molécules sont petit à petit interdites, mais toujours un petit peu trop tard. Pour faire un zoom sur les maladies neurologiques, un des premiers items qui a été étudié, c'est le développement neuropsychologique et moteur des enfants. Donc on voit que les enfants qui sont les plus exposés aux pesticides, que ce soit de manière des enfants qui vivent parce que leurs parents travaillent dans le secteur agricole ou les gens qui utilisent des pesticides à la maison, on voit qu'ils ont plus de soucis au niveau de leur capacité motrice, cognitive, ils ont plus d'anxiété, avec une présomption forte, et les troubles du spectre autistique sont aussi suspectés. Pour les troubles cognitifs chez l'adulte, donc les troubles cognitifs c'est quoi? C'est le problème de mémoire, d'attention, de compréhension, de raisonnement qui fonctionne un petit peu moins bien. On voit que chez les agriculteurs, il y a une forte présomption de lien avec les pesticides, la population générale ou les riverains, on a une présomption moyenne. Et enfin, ils ont remarqué au niveau des troubles anxio-dépressifs que les personnes qui utilisaient le plus de pesticides, il y avait plus ces traits d'anxiété, probablement parce que certains pesticides sont neurotoxiques, interfèrent avec des neuromédiateurs, donc changent la chimie du cerveau et peuvent développer aussi de l'anxiété et mener éventuellement à du suicide. C'est des sujets qui sont très préoccupants en agriculture. On parle aussi des maladies neurodégénératives. Je vais faire un zoom là-dessus parce que la maladie de Parkinson est officiellement considérée comme maladie professionnelle en France. C'est-à-dire que tout agriculteur qui a une maladie de Parkinson a droit à des indemnités. En Belgique, ce n'est pas le cas. Donc c'est une des maladies qui est les plus décrites en lien avec l'usage de pesticides. La maladie d'Alzheimer commence à avoir un petit peu de littérature sur le sujet. Au niveau des maladies cancéreuses, les cancers de l'enfance sont les plus décrits, principalement par l'exposition des parents qui sont exposés aux pesticides. Il y a aussi les tumeurs du système nerveux central, que ce soit un usage professionnel ou parce que les gens utilisent des pesticides à la maison. Ils ont prouvé qu'il y a des liens. On va aussi avoir des tumeurs chez l'adulte, pour les utilisateurs professionnels, mais avec une présomption moyenne. Et puis toutes les lymphomes de Hodgkinien, ça c'est aussi assez décrit. Il me semble que c'est aussi une maladie professionnelle en France. On s'accroche, plus que 2 dias de ce tableau. Le cancer de la prostate chez les professionnels est extrêmement décrit, surtout avec la problématique du chlordécone en Guadeloupe. Cancer du sein sur les DDT. Les DDT, c'est interdit depuis une cinquantaine d'années. On retrouve maintenant des liens, les augmentations de cancer du sein, de la vessie, des sarcomes, des tissus mous chez les professionnels, présomption moyenne. Puis il y a toute une série d'autres pathologies, notamment les BPCO. Les BPCO, c'est les bronchites, les bronchopneumopathies chroniques obstructives, c'est les maladies des fumeurs qui toussent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui souffrait de BPCO, mais c'est vraiment une maladie assez terrible parce que ça évolue sur le long terme, sur des années. C'est vraiment une maladie qui est très compliquée à gérer. Puis les problèmes de thyroïde, et là j'ai envie de faire un clin d'œil au Mancozeb qu'on a présenté ce matin. Quand on lit la fiche toxicologique du Mancozeb, il y a de quoi tomber de sa chaise, et pourtant c'était le pesticide le plus pulvérisé en Belgique, 2 fois plus pulvérisé que le glyphosate. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on ne s'est pas plus inquiété pour ce pesticide avant 2020. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui sont les plus exposées, qui ont le plus de problèmes de santé, c'est les personnes qui sont exposées en milieu professionnel. Les présomptions de liens sont énormes. La deuxième catégorie de population à protéger en priorité, c'est les femmes enceintes et les enfants. Et puis il y a les riverains des zones agricoles, où on a moins de données. Pourquoi? Parce que c'est excessivement compliqué de connaître exactement à quoi est-ce que ces personnes sont exposées. À la fois parce que leur domicile n'est pas un reflet direct de la pollution en pesticides, il y a énormément de choses qui vont modifier ça. Et donc voilà, c'est un peu la diarrhée, la liste des maladies qui font un peu peur au niveau des pesticides, et tout ça pour dire que c'est vraiment le milieu professionnel et le milieu autour de la grossesse où il faut être très, très prudent. J'ai envie de terminer avec 2 études sur combien est-ce que ça coûte finalement tous ces problèmes de santé. Alors il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps en France, vous savez c'est un peu intense comme dia.
qui a essayé de calculer à la fois en combinant les coûts de régulation, les coûts environnementaux, les coûts de santé et le support public du secteur, et qui a estimé à la fourchette la plus basse, qui a estimé que ça représentait en gros 10% du budget annuel du ministère de l'Agriculture. Quand on regarde les coûts de santé, qu'est-ce qu'ils ont intégré? Ils ont uniquement intégré les maladies professionnelles, Parkinson et de lymphome non-Hodgkinien. Toutes les autres maladies qu'on a citées avant n'ont pas été intégrées, et ils n'ont intégré aucune maladie dans la population générale. Les personnes qui sont malades à cause de pesticides dans la population générale, vu qu'on n'a pas assez de données là-dessus, ils n'ont pas intégré ces chiffres. Donc on est vraiment sur la fourchette la plus basse possible. Une autre étude, ça a été fait à l'échelle européenne, c'était un zoom sur les perturbateurs endocriniens. Et quand on zoome encore dans les perturbateurs endocriniens, il y a des expositions aux organophosphorés pendant la grossesse, et c'est un impact sur la perte de QI, donc on est vraiment dans du très pointu comme impact qui a été mesuré. 150 milliards au niveau européen, l'équivalent en Belgique 4,5 milliards d'euros. Et alors pour avoir un ordre de grandeur, parce que c'est des chiffres, moi je ne nage pas dans les milliards d'euros tous les jours, le budget des soins de santé en 2022, 35 milliards au niveau belge. Donc on n'est pas dans des montants qui sont négligeables, alors qu'on est sur des points de l'iceberg qui sont les petits chiffres qu'on a réussi à modéliser dans les études. Ce que j'ai envie de conclure avec le fait qu'on me demande souvent, mais tiens, le pesticide, est-ce que c'est toxique? C'est quoi l'impact sur la santé? Et en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la bonne question. Les impacts sur la santé, on les connaît, ils sont largement décrits dans la littérature. La question qu'on doit répondre maintenant, c'est quoi le risque qu'on prend en continuant à utiliser ces pesticides? Et comme on a un petit peu parlé ce matin, le risque, c'est le danger qui est multiplié à l'exposition, donc ça dépend de quelle manière est-ce qu'on est exposé à ces pesticides. Comment est-ce qu'on peut appréhender ce risque? Tout d'abord, en fait, le système de régulation, l'EFSA et les études toxicologiques comme elles sont mises, elles sont incapables de répondre à cette question. On ne sait pas le risque qu'on prend quand on met une nouvelle molécule sur le marché. Les liens épidémiologiques qui sont de plus en plus solides d'année en année, puisqu'il y a des dizaines d'études, centaines d'études qui sortent tous les ans. Et les coûts socio-économiques, comment ils sont appréhendés aujourd'hui? Ils sont a priori colossaux et ils sont largement sous-estimés d'après ce que je vois dans la littérature. Donc la question que je pose en général, c'est est-ce qu'on est prêt à accepter ces risques et à continuer à utiliser ces produits en se posant toutes ces questions de financement? J'ai envie de citer le Conseil supérieur de la santé en 2019, un rapport sur les perturbateurs endocriniens, qui disait que l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives. Aujourd'hui, on est face à un tsunami de preuves. On sait qu'il y a énormément de soucis. On n'est plus à l'heure de se poser des questions. Il faut vraiment pouvoir mettre des choses en place pour protéger en priorité le secteur agricole. Quelques sources des études pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, et je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir respecté tip-top le temps, avec beaucoup d'informations qui ont été données. Je suppose qu'il y aura des questions qui seront posées. Je vais directement donner la parole à